Eh bien, merci à toutes et à tous d'être connectés aujourd'hui pour notre invité d'Uclusif. Invité d'Uclusif qui est un format occasionnel en webinaire qui permet d'inviter une personnalité pour présenter un sujet, un rapport autour de notre problématique de la cybersécurité. C'est donc un format court. Notre invité d'Uclusif durera 1 heure en tout. On va pouvoir donc lui donner la parole aujourd'hui à Bernard Spitz, personnalité autour de l'assurance, qui a été président de la Fédération française de l'assurance, qui est président d'une commission cyber-risque au Club des juristes et qui a toute une part importante dans cette problématique. Donc, l'invité d'Uclusif nous permet d'ouvrir un champ de perspective, d'offrir un point de vue différent ou complémentaire sur nos sujets. Donc, je vous rappelle que cette session sera suivie de questions-réponses que vous pouvez dès à présent utiliser dans le module questions de GoToWebinar. Si vous avez des suggestions d'invités, ce qui peut aussi arriver, nous sommes à l'affût de sujets pertinents, mais vous pouvez l'être tout autant. N'hésitez pas à envoyer un mail à communication@clusif.fr pour qu'on puisse le programmer tout au long de l'année. Et voilà, donc le sujet de notre thématique aujourd'hui, qui est un peu un sujet de cyberattaque. Alors, on a parlé de bourricot ailé, on a parlé d'APT 31, c'est l'été, on pourrait penser qu'on pourrait se reposer un petit peu, et bien pas du tout, il n'y a pas de répit pour les braves, c'est aussi chargé. Il y a ce rapport qui est sorti en avril dernier, donc du Club des juristes, sur le droit pénal à l'épreuve des cyberattaques, qui va donc nous être présenté brillamment par notre invité. Un sujet, un univers que nous connaissons trop bien et qui est trop dans l'actualité sans doute. Ce rapport a été traité aussi avec des adhérents d'Uclusif. Pour les nommer, Myriam Kemener et Anne Souvira ont contribué à la rédaction de ce rapport. Bien entendu, des interviews, des participations de personnes que nous connaissons bien, entre Guillaume Poupard de l'ANSSI, Philippe Cotel de l'AMRAE ou Christophe Delcamp de la FFA. Mais voilà, sans plus attendre, je vais plutôt laisser la parole à Bernard Spitz, qui en parlera certainement mieux que moi. À vous, Bernard. Bonjour à tous, toutes et tous, et merci de cette invitation pour effectivement échanger sur ce sujet que vous connaissez tous. Donc, je ne vais pas prendre la peine d'expliquer pourquoi c'est un sujet important. L'actualité nous le rappelle. À tous égards, Pegasus n'est pas finalement très éloigné, même si les motivations de ceux qui sont derrière sont légèrement différentes de la plupart des cybercriminels. Ce qui est en tout cas certain, c'est que nos sociétés sont vulnérables. Et quand je dis nos sociétés, c'est aussi bien nos sociétés au sens large que les entreprises pour des intrusions que les nouvelles technologies permettent. Alors, c'est un sujet qui est connu depuis longtemps. Je me rappelle qu'on avait été invité d'ailleurs avec Guillaume Poupard et avec Henri de Castres à une conférence aux États-Unis il y a 7-8 ans déjà, où il y avait déjà des responsables de la sécurité qui nous avaient, qui avaient échangé avec nous sur leur façon de voir les choses, leurs préoccupations. Les Américains sont partis les premiers. Ils sont partis les premiers pour 2 raisons. La première, c'est parce que d'une certaine façon, la technologie était plus avancée et plus diffusée chez eux d'abord. Et puis ensuite, parce qu'ils avaient une réglementation qui elle-même avait des implications. Il faut bien voir que c'est pas seulement le problème tel qu'il existe qui définit les champs d'intervention, c'est aussi largement la réglementation qui l'entoure. Tant qu'on n'avait pas l'RGPD, il n'y avait pas d'obligation de communication, et l'obligation de communication aux gens d'éventuelles failles dans les systèmes a des conséquences économiques et de réputation pour les entreprises qui les amènent à se prémunir d'une façon différente que lorsqu'il n'y en a pas. Donc, c'est une des explications, on pourra y revenir, et on reste quand même en retard et sur l'assurance de ce type de risque et sur leur traitement par rapport aux États-Unis. Et donc, c'est d'ailleurs un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, en fait, avec le Club des juristes a eu très tôt l'intuition que c'était un sujet central, c'était un sujet à la fois neuf, mais qui était transverse et qui était au cœur des sociétés, donc que ce soit des entreprises, des individus ou des organisations, et que donc ça méritait d'avoir une réflexion juridique très, très complète sur ces sujets.
et donc complète et globale, c'est-à-dire que dès le départ ont été associés des gens très différents. Il y avait des entreprises susceptibles d'être des cibles pour les agresseurs la criminalité. Il y avait les spécialistes, dont je pense qu'il y en a un certain nombre autour de ce webinaire, de la cybersécurité. Il y avait les assureurs, il y avait les organisations internationales, il y avait le parquet de Paris, il y avait la Commission européenne, il y avait l'OCDE, il y avait tout un ensemble, j'en oublie, bien entendu les juristes spécialisés sur ces sujets. Et c'était assez riche. Les gestionnaires de risque dans les entreprises, la MRAE qui était citée, c'était riche de pouvoir échanger ces éléments. Alors on a commencé, on s'est dit qu'on allait faire les choses avec toute l'équipe du club des juristes, et il faudrait citer, et on en a cité plusieurs, mais il faudrait surtout pas oublier Valérie Lafarge-Sarkozy qui a fait un énorme boulot depuis le départ sur ce secteur et sur ce sujet. Et donc avec Valérie, on a retenu l'idée de faire 3 tomes, en fait, de raisonner en 3 temps. Un premier temps a été consacré à l'assurance. Ça donc est un tome qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans et qui, vous avez là sous les yeux la couverture. Je précise que ce tome 1 qui date de janvier 2018, donc 3 ans. Ce tome 1, il est disponible en français et en anglais sur le site du Club des juristes. Donc, alors, il est assez largement encore d'actualité. On a dans le tome 2 qui vient d'être évoqué, qui est sorti en avril dernier et qui, lui, est consacré aux volets les plus juridiques, mais il y a un petit retour sur ce qui a pu évoluer en matière assurantielle. Et donc, on pourra y revenir si vous le voulez. Mais donc, c'était les 2 premiers angles sur lesquels on voulait vraiment traiter. Et le 3e angle sur lequel on va attendre quand même les vacances avec un repos bien mérité, mais on va s'y mettre dès la rentrée, c'est sur le volet de l'éducation et de la pédagogie, de la formation, parce que le point commun de toutes ces réflexions, c'est que la fragilité, elle est évidemment technologique, mais elle est aussi et surtout humaine. Et elle l'est parce que, par faute de bons réflexes, de précautions, et donc il faut à la fois mettre en place des procédures et faire élever une prise de conscience, une pédagogie au sein des entreprises, au sein même des foyers. Vous savez, une des raisons importantes de cambriolage pendant l'été, c'est quand des enfants échangent des messages en expliquant qu'ils partent en vacances tel jour, mais qu'on va nourrir le chat, le poisson rouge, parce que la voisine sait que la clé est cachée sous tel pot de fleurs et que donc elle va pouvoir faire revenir. Ça, évidemment, c'est le début des ennuis. Les assureurs vous le diraient. Mais donc, ça veut dire qu'il faut à la fois prendre des précautions dans la gestion des systèmes informatiques, que pour les entreprises, il faut aussi investir en amont sur la prévention et sur la pédagogie, et puis dès l'école, en fait, en pratique, si on veut arriver à avoir des générations de gens, d'enfants qui soient éduqués à l'espace cyber, il faut que cette éducation, elle commence dès l'école. Et je dis toujours, on apprend aux enfants à traverser l'école en sortant et à traverser la rue. Il faut qu'on leur apprenne aussi à traverser l'espace cyber, parce que s'ils ne le savent pas, ils vont avoir des accidents. Et évidemment, ce sera terrible pour tout le monde. Donc voilà, ce 3e tome qui va essayer de s'attaquer à l'éducation dès le plus jeune âge, mais aussi à la formation et puis à la mise à niveau minimum de la population, ça c'est quelque chose sur lequel on va travailler, tout en espérant de mettre à jour les autres éléments. Donc, pour ne pas être trop long, je dirais juste qu'on a peut-être revenir sur les quelques préconisations qu'on fait, parce qu'elles sont au fond les bons résumés de ce qui existe dans ce document, qui donc disons l'avantage d'abord d'être récent, parce que c'est un secteur qui évolue vite, donc c'est important d'avoir des textes et des références récentes. Le second, c'est que là encore, il est très complet, parce qu'il donne, je trouve, avec beaucoup de clarté, le cadre juridique dans lequel on évolue, qu'il donne aussi des indications précises sur des conseils très concrets sur ce qu'il faut faire pour essayer d'abord d'éviter de se prémunir contre le cybercrime. Mais lorsqu'on en est victime, c'est pas toujours parce qu'on a fait des erreurs ou des imprudences, mais donc on peut en être victime. Quels sont les bons réflexes, qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel ordre procéder. Voilà, tout ça est contenu là-dedans, dans ce texte, qui est court, qui est simple, qui n'est pas du tout quelque chose de jargonnant. Et donc, je pense qu'il peut avoir un intérêt au-delà de la stricte population des spécialistes du juridique. Donc,
quelques slides pour effectivement rappeler à la fois le poids du risque cyber. Bon, voilà, on peut prendre toutes les images qu'on veut. Ce qui est intéressant, j'avais lancé chez les assureurs et les réassureurs un sondage annuel pour essayer de voir quelles étaient les estimations des risques prioritaires qu'ils voyaient à court terme ou à long terme. Et on a vu monter au fur et à mesure la montée du risque cyber, qui était le seul constant. C'est-à-dire qu'il y avait lorsqu'on a eu des périodes où on voyait le risque sociaux passer au premier plan, puis ensuite reculer parce que c'est très volatile. Le risque, comment dire, sanitaire n'est apparu que récemment, même si là aussi on pouvait imaginer qu'un jour ou l'autre le problème se poserait. Le risque environnemental est monté aussi de façon régulière, mais le risque cyber, il s'est imposé à la fois de plus en plus à court terme, et il était toujours très haut dans les estimations des risques à long terme. Enfin, on y est, voilà, on est au pied du mur de ce risque-là. Donc voilà. Alors après, sur ce qui concerne donc le rapport, il fait une dizaine de propositions. La première de ces propositions, c'est celle, elle est un petit peu, je dirais, pas utopique, enfin disons, si on l'a mise comme une espèce d'introduction, c'est celle de la cause nationale. Alors, il faut savoir que la cause nationale, c'est quelque chose d'assez précis. Il y en a une par an et elle permet d'avoir accès, d'avoir un budget important pour des communications à la télévision, à la radio, dans l'affichage, etc. Donc, c'est une forme de communication d'intérêt général, bien sûr, gratuite. Alors, cela dit, il y a beaucoup de causes qui le revendiquent et beaucoup qui le méritent. Donc, je ne suis pas sûr qu'on obtiendra gain de cause, mais c'est en tout cas un message comment dire, pour interpeller les pouvoirs publics et leur faire non pas qu'ils soient totalement, on va le voir, aveugles, mais enfin, disons, pour essayer de rehausser dans l'échelle des priorités cette cause-là, qui est d'autant plus importante que pour deux raisons, sur lesquelles je dirais un mot tout de suite. La première, c'est qu'on sort de cette... On est au cœur, on n'est pas encore sorti malheureusement de cette pandémie et des conséquences qu'elle a. Et parmi ces conséquences, évidemment, le développement massif de tout ce qui est télétravail et des nouvelles technologies, etc. Et le développement massif est accéléré. Sauf que l'accélération de la pédagogie, des précautions et des modes d'usage, elle n'a pas accompagné cette accélération-là. Donc on a du retard et ça explique qu'il y a eu aussi, ça a été un facteur de vulnérabilité de la société, alors pas qu'en France, mais un peu partout, de la vulnérabilité au cybercrime à travers cette extension du domaine numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui va se prolonger et donc il est d'autant plus important qu'il y ait une communication grand public là-dessus. La deuxième chose, c'est que l'État va de plus en plus lui-même dans ses fonctions diverses au service de la population, services publics, services d'intérêt général, par exemple dans le domaine de la justice et dans bien d'autres, dans le domaine économique bien sûr. On a déjà vu ce qui se passe en matière d'impôts et donc avec la mise sur Internet de la fiscalité. Donc, mais tout ça va aller s'accélérant et donc une très grande partie à terme des actions publiques va se faire de façon par le biais numérique et donc va ouvrir à des potentielles sources de vulnérabilité importantes en matière de cybercrime. Donc c'est très important qu'on ait, et du côté du service public et du côté du public, au service duquel le service public est dédié, qu'on ait un développement de l'ensemble des formes de précaution et donc de pédagogie. Bon, voilà pour la cause nationale. Sinon, ensuite, on a fait des préconisations qui s'adressent un petit peu dans toutes les directions, mais ce qui reflète le fait que c'est un sujet global, que c'est pas, il n'y a pas un point qui est un point central avec lequel on va tout régler. Non, il y a un ensemble d'acteurs. Et comme dans une chaîne, c'est toujours le maillon faible, c'est celui qui contamine ensuite tous les autres. Donc, d'où l'intérêt et l'importance d'essayer de mettre à niveau l'ensemble des maillons. Alors, au niveau du ministère de la Justice, quelques propositions. La formation des magistrats du siège et leur formation continue, ça fait partie de ce public particulier, cible, crucial, stratégique,
qu'il importe donc et d'éduquer, et aussi à qui il faut donner les moyens de se tenir à la pointe du progrès, puisque la cybercriminalité, c'est comme les autres criminalités, il faut donner à ceux qui sont les défenseurs de la société les moyens de rivaliser. Donc c'est comme quand on a doté la police de voitures, quand les criminels avaient des voitures, bah, voilà, et là il faut avoir être à armes égales, et si c'est possible, donner des moyens supplémentaires pour avoir de l'avance. Là, ça suppose le renforcement de la coopération entre le public et le privé. Ça, c'est quelque chose, je dirais, qui, dans un certain nombre de domaines en France, parfois a du mal à se mettre en place. Je ne crois pas que ce soit trop le cas dans ce domaine-là en particulier, même si on n'a pas atteint ce qui existe dans un certain nombre de pays, pour n'en citer qu'un, Israël, dans lequel vous avez une espèce d'alignement total entre l'entreprise, l'armée, les universités, etc. Donc là, il y a vraiment des filières qui sont extrêmement alignées. Mais donc c'est pas à ce point-là, mais il y a quand même des progrès qui ont été faits, mais on pourra en discuter. Et alors donc il y a en interne cette coopération publique-privée, et puis puisqu'on est à l'échelle européenne, ce qui est très important, c'est le développement à l'échelle évidemment de l'Europe, des moyens, des services, des données. Et là-dessus il y a des problèmes. En tout cas, il y a des freins. Étoffer les services de la justice, donc ça c'est une question de moyens, et il y en a déjà qui existent, mais qui sont, disons, c'est mieux qu'avant, mais ce n'est pas encore tout à fait ce que ça pourrait être. Simplifier les procédures d'enquête, on va y revenir. Ensuite, les autres propositions. Voilà, c'est donc. Alors, j'en parlais au niveau des instances européennes, la conservation des données, ça c'est un grave problème. C'est des injonctions contradictoires. On veut toujours à la fois défendre les individus, et donc notamment la privacy qui va avec les données, mais c'est l'histoire du renard libre dans le poulailler libre, c'est-à-dire que si vous interdisez la télésurveillance des caméras, bah, vous protégez les gens et vous protégez leur droit à rester anonymes lorsqu'ils se font agresser, parce que de toute façon, on ne pourra jamais donc ni mener l'enquête sur leur agression, puisqu'on n'aura pas les images. Ben, c'est pareil. On n'a pas de capacité à conserver les données suite à des décisions juridiques qui ont été prises au niveau de la Cour de justice. Et donc, bah, il y a un certain nombre d'enquêtes sont bloquées parce qu'on ne peut pas remonter la filière, parce qu'on n'a pas les services compétents n'ont pas les données qui leur permettraient de le faire. Donc là-dessus, il y a quand même le diable est dans les pavés de bonnes intentions, enfin l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc il faut arriver à trouver un meilleur équilibre entre la protection individuelle et puis l'efficacité de la protection collective. Donc l'ANSSI, acteur extrêmement important, et j'insiste là-dessus, tous les exemples, toutes les références que j'ai eues avec notamment des dirigeants, parce que je préside la commission internationale Europe du MEDEF, donc nous discutons en permanence avec l'ensemble des entreprises françaises, et aussi d'ailleurs celles avec qui nous travaillons dans les différentes organisations patronales en Europe. L'ANSSI a une excellente réputation. Et je connais des chefs d'entreprise qui ont été victimes d'offensives cybercriminelles, qui ont dit comment ils ont trouvé là des gens compétents, disponibles, et qui leur ont permis, disons, de limiter les dégâts. Et je crois que c'est important de dire, quand on a des services de qualité et de cette qualité qui font vraiment référence dans le monde occidental, de le souligner et de les en féliciter. Voilà. Alors après, donc, signature de protocole, bah ça c'est toute une façon d'aller dans les process qui soient clairs et qui soient systématiques, industrialiser les choses. Et enfin, bon, à l'attention des entreprises, puisque on pourrait dire aussi parler des particuliers, bien sûr, mais les entreprises, il faut qu'elles investissent dans la prévention contre les cyberattaques, à la fois investir intellectuellement dans la formation, dans l'éducation des salariés, et puis dans la prise de conscience des directions, dans la prise en compte au niveau de tout ce qui est technique de ce risque.
et aussi qu'ils aient une attitude de responsable en cas de cyberattaque, notamment le dépôt de plainte, et donc avec toute une procédure qu'on essaye de développer. Voilà, ce sont des choses, vous voyez, qui ne sont pas extraordinairement compliquées. C'est beaucoup de bon sens, mais c'est aussi ce qui est nécessaire. Et alors, ce que je dirais pour conclure cette introduction, c'est le fait qu'au fond, il y a des sujets qui nécessitent des investissements, mais colossaux. Il suffit de penser à ce que signifient les décisions en matière environnementale. Si on veut décarboniser la société, ça va coûter des sommes phénoménales. Et en ce qui concerne le sujet numérique, et en ce qui concerne les cyberattaques, qui sont potentiellement des créateurs de dommages massifs pour les individus, pour les sociétés, pour les entreprises, il y a des choses à faire qui ne coûtent pas du tout, dont le coût est infiniment inférieur à ce que j'évoquais en matière d'environnement, et qui permettent d'avoir une vraie efficacité. L'État d'ailleurs français a lui-même bien pris en compte ça en développant un plan récemment, donc un plan d'1 milliard. C'est quand même une somme significative. C'est très modeste au regard de ce que signifie la décarbonisation de l'économie française, mais c'est une somme importante, significative en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, c'est un bon signal donné sur la préoccupation par les pouvoirs publics de cette question. Voilà, donc je conclus en disant que le rapport, lui aussi, ce rapport, il est complètement disponible sur le site et gratuitement sur le site du Club des juristes. Si mes informations sont bonnes, il doit l'être, ou il le sera très prochainement aussi en anglais. Et donc, je ne peux que vous renvoyer à sa lecture. Il y a plein d'encadrés passionnants faits avec le parquet de Paris, l'ANSSI, les responsables de stratégie internationale. Voilà, donc c'est à la fois varié, très instructif et au cœur des préoccupations de la société. Merci. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le module dans GoToWebinar, mais sans attendre, je vais poser celles que nous avons déjà reçues. Alors, il y a un lieu totem qui va être à la Défense et qui est le campus cyber. Est-ce que ça ne serait pas le lieu pour justement renforcer la coopération publique-privée, puisque l'État y investit, les entreprises aussi, des entreprises de cybersécurité spécialisées avec un lieu de formation aussi. Est-ce que finalement, ça ne serait pas ce lieu que vous demandiez dans votre rapport? Oui, alors, on demande dans le rapport un état d'esprit. Donc, alors vous avez raison, le campus est en soi un instrument tout à fait adapté. C'est la bonne décision, c'est la bonne façon de procéder, et ça doit nécessairement, comme son nom l'indique, être un lieu d'ouverture et d'une passerelle entre les différents acteurs. Donc, bien sûr que la réponse est oui à votre question. Après, ça ne se limite pas à ça. C'est un état d'esprit. Il faut qu'il y ait une volonté de coopération publique-privée, en se rendant compte que c'est de cette efficacité collective qu'on sortira plus fort. Et il y a parfois dans certaines administrations, dans certains services publics, une espèce de repli vis-à-vis du privé. Je ne veux pas développer l'exemple malheureux de ce qui s'est passé au début de la crise sanitaire, mais enfin, on a quand même vu des réflexes calamiteux de ce point de vue-là. Et donc, j'espère que ça puisse nous servir de leçon, mais qu'en tout cas, dans ce domaine, on puisse être le plus dans la coopération possible. Et ça va très loin, hein, je veux dire, on sait tous en matière d'état d'esprit sur le numérique que le principe, c'est pas de garder sa copie en se cachant du voisin et en pensant qu'on va faire mieux que lui. C'est dans l'échange de données, l'écriture libre et le fait qu'on améliore ainsi collectivement le niveau de protection et d'efficacité de l'ensemble du corps social. Merci. Pour rebondir sur votre réponse, quelle mutation culturelle du côté de l'État il faudrait voir pour pouvoir progresser dans ce cas? L'idée de la proposition qu'on faisait sur la cause d'intérêt, la cause nationale, c'était une forme justement de réponse à cette question. On se dit, voilà,
partir du moment où c'est la cause nationale, donc il y a tout un tas de dispositifs, d'outils de communication, d'agences spécialisées, publicité, petits films, Internet, réseaux sociaux, enfin, tout affichage, enfin, toutes sortes de moyens par lesquels diffuser cette culture à la fois de l'ouverture et en même temps de la précaution. Après, au-delà, c'est pour ça qu'on fera un troisième tome, donc je vous y renvoie par avance, mais c'est ça, la dimension culturelle, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une génération d'enfants qui sont habitués, qui en savent beaucoup plus que leurs parents, leurs grands-parents dans ces domaines, pour qui il y a une espèce d'utilisation intuitive, naturelle de l'ensemble des instruments numériques. Et tout ça va aller s'accélérant avec le big data et l'intelligence artificielle. Donc, on voit bien les facteurs d'accélération qui vont se produire. C'est important d'avoir des citoyens prêts à entrer dans cet espace-là en pleine conscience des opportunités que ça leur crée, mais aussi des risques que ça peut susciter. Donc voilà, c'est de l'éducation au sens plein, et c'est ça le sujet, d'arriver à le faire sur sur plusieurs générations à la fois, en commençant, enfin, à la fois avec les plus jeunes, mais aussi en accompagnant le reste de la société. Alors, pour compléter votre propos, je rappelle qu'au mois d'octobre, il y aura le Cybermois, organisé avec l'ANSSI et un certain nombre d'entreprises privées et associations qui sensibilisent aux bonnes méthodes numériques, qui est le mois européen de la cybersécurité. Donc, c'est vraiment l'occasion de rappeler les bonnes pratiques à cette occasion, et dont le CLUSIF sera toujours aussi actif pour toute la durée du mois. Alors, j'ai une question un peu plus pragmatique. À la fin, vous disiez qu'il fallait inciter à déposer plainte. C'est les propos que nous avons aussi. On incite à chaque fois à le faire, c'est extrêmement important. En revanche, comment faire pour inciter les structures, les TPE, les PME à le faire aussi, ou à faciliter le dépôt de plainte? Bah, c'est pas une question de taille, hein, pas parce que vous êtes petit ou gros que, je dirais d'une certaine façon, pour les gros, ça prend des proportions, les enjeux économiques sont plus importants, mais pour les petits, les conséquences pour la pérennité de l'entreprise peuvent être encore plus grandes, c'est-à-dire que ça peut être dévastateur. Donc, une chose s'équilibre par rapport à l'autre. C'est pas l'idée, c'est pas de se dire qu'on doit porter plainte selon qu'on est petit ou grand. C'est qu'il faut porter plainte parce qu'en portant plainte, on a d'abord en interne, c'est quand même un acte qui est un acte en soi, c'est un acte juridique de porter plainte. Donc ça, comment dire, les salariés de l'entreprise, les clients de l'entreprise, tout le monde qui tourne autour de l'entreprise, qu'elle soit une PME ou une grande entreprise, il est donc face à ça, et ça l'amène à réfléchir à la question et à se positionner par rapport à ça et à se remettre en cause. Parce qu'une fois qu'on porte plainte, c'est que donc un dommage a été commis, mais la question, c'est à la fois d'essayer de voir comment on peut le sanctionner pour décourager les autres initiatives, puis aussi que ça ne se reproduise pas. Donc c'est aussi une occasion de voir si on avait pris ou pas les bonnes précautions, etc. Bon. Ensuite, c'est pas compliqué, hein. On dépose une plainte qui déclenche une enquête. Et à partir de là, on se donne les moyens de disposer des éléments qui permettent d'une part, de rechercher les auteurs de l'infraction. Et puis aussi, ça déclenche toutes sortes de procédures qui permettent de conserver les données qui peuvent être utiles pour remonter la filière, enfin, etc., etc., etc. Bon, chaque cas est différent, bien sûr. Voilà. Après, c'est pas compliqué, hein. On explique d'ailleurs dans le rapport très très concrètement qu'il suffit de se rendre donc dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de domicile ou de domiciliation d'entreprise. Et donc après,
Est-ce que ça va aller, ça va remonter sur l'ANSSI ou sur des choses très spécialisées? Ça va dépendre du type et de l'enjeu. Bon, donc mais c'est quand même quelque chose d'assez simple. Il faut, on le rappelle dans le rapport aussi, prendre un certain nombre de précautions pour protéger les éléments qui seront nécessaires à l'enquête. Sinon, si on ne le fait pas, c'est trop tard. Et puis, bon, et donc, on a dans plusieurs pages dans le rapport très précises, très simple, hein, qui donne la procédure de mise en œuvre de ce dépôt de plainte, qui est malheureusement quelque chose qui, les chiffres montrent que c'est une, les chiffres vont croissant et s'accélèrent parce qu'il y a de plus en plus d'infractions constatées avec des variations très importantes sur le mode opératoire. Hein. Ça va de la violation, le ransomware, etc., etc. Enfin, il y a toutes sortes d'actes délictueux, mais tous ont vocation à susciter, à déclencher une plainte par ceux qui en sont les victimes. Une autre question, comment peut-on embarquer les acteurs économiques dans une action conjointe? En France, on a de la recherche universitaire d'un côté, la R&D de l'autre. Comment créer cette synergie, la synergie de l'innovation et de la sécurité numérique? Vaste sujet. Quand vous disiez une action conjointe, je me disais, tiens, vous pensiez à une plainte conjointe d'acteurs qui auraient été victimes de même type d'attaque et qui iraient conjointement. Bon. Écoutez, il n'y a pas une réponse à cette question. Il y a d'abord, on en revient à la question de la prise de conscience globale. Après, le MEDEF, pour ne parler que de lui, il a vocation à rassembler un certain nombre d'entreprises. Il y a des MEDEF territoriaux qui peuvent organiser une action collective au niveau territorial. Il y a les MEDEF nationales qui peuvent faire la même chose. Vous avez d'autres organisations, CPME, etc. Il y a toutes sortes en France, d'organisations qui regroupent des communautés d'intérêt commun. Et ces communautés peuvent se retrouver confrontées donc à un problème de vulnérabilité par rapport au cybercrime. Et donc, ils ont vocation à échanger entre eux pour voir quels sont les points communs, les points de faiblesse, les points de force, etc. S'ils ont besoin de dispositions réglementaires particulières dont ils estimeraient que ça les protégerait plus, d'alerter les pouvoirs publics sur des nouvelles formes de criminalité qu'il s'agit de détecter et de combattre. Ça peut se faire de tas de façons possibles. Et quand vous parliez tout à l'heure de la journée, du mois, pardon, auquel vous allez participer, ça fait partie de cette espèce d'écosystème dans lequel les initiatives qui sont prises, je dirais, au niveau du terrain sont les meilleures. C'est-à-dire que vous avez les fédérations professionnelles aussi qui peuvent, à travers une action collective, jouer un rôle pour l'ensemble de leurs membres. Donc, voilà, vous avez un point commun qui est le secteur, vous avez un point commun qui est le territoire, vous avez un point commun qui est le type de crime qui s'exerce. Vous avez un point commun qui est d'être un espace plutôt public ou plutôt pas. Voilà, il y a vraiment toutes sortes d'hypothèses qui sont possibles et à partir de là, des instruments qui sont de l'échange de savoir, appelons ça comme vous voulez, conférence, colloque, ce que vous voulez. Discussion, et c'est aussi le club des juristes joue ce rôle fondamentalement. C'est la meilleure réponse, je devrais dû commencer par là, parce que c'est exactement ça, c'est la confrontation de points de vue sur le même sujet, mais venant d'émissions d'émetteurs différents et qui convergent pour des propositions. Voilà, elles font partie, on est le produit même de la question que vous posiez. Et pour le reste, c'est vraiment de façon très concrète aux entreprises de se manifester. Alors je dirais quand même qu'il y a un petit aspect important qui est l'assurance, parce que au fond les entreprises doivent s'assurer et ça suppose là aussi des efforts des deux côtés. Il faut que les entreprises prennent conscience de ce risque, l'évaluent à juste titre et s'assurent. En même temps, il faut que les assureurs
soient clairs dans leurs propositions et offrent des protections qui soient efficaces, qui soient claires. Voilà. Après, c'est là aussi, c'est un échange, vous savez très bien, chaque individu sait qu'il sera mieux assuré parce que son assurance lui coûtera moins cher et parce qu'il aura moins de risques s'il a une porte blindée que s'il laisse sa porte ouverte en permanence. Bon, là, c'est pareil. C'est pareil. Son investissement, une porte blindée, ça coûte plus cher qu'une porte qui ne l'est pas et il faut investir dans la protection. Et si les entreprises s'assurent avec leur assureur, c'est aussi une façon de s'assurer, de veiller à ce que le niveau de protection et d'éducation soit suffisant pour que ça n'empêchera pas la criminalité, mais ça la découragera ou ça lui rendra la tâche plus difficile et donc ça limitera le risque. Ce qui permet de rebondir sur AXA qui avait annoncé en mai dernier suspendre temporairement son option cyber-rançonnage. Que pensez-vous de la position délicate des assureurs? Bon, d'abord, évidemment, je ne me prononcerai pas sur tel ou tel. Hein. Chacun a fait les choix qu'il estime devoir faire. C'est ensuite assez compliqué parce que souvent, les assurances, vous avez les assurances dédiées, puis vous avez les assurances qui sont globales, qui donc couvrent le risque parmi d'autres. Ce qui est vrai, c'est que tous les assureurs, et globalement tout le monde, comment dire, dans la difficulté du fait de l'ambiguïté de la situation de la rançon, effectivement en droit. C'est une zone grise entre le coût à rembourser et la complicité qui interdit justement de contribuer à payer une rançon. Donc ça fait partie des points qui doivent être, d'ailleurs, on l'a dit dans le rapport, sur l'assurance, hein, le tome 1, et depuis, le problème est toujours pas réglé. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté majeure pour les acteurs. J'ai fait le tour des questions qui m'ont été envoyées. Si vous en avez encore une, il vous reste quelques secondes pour appuyer sur valider et nous l'envoyer pour que je puisse la poser à Bernard Spitz, peut-être. A priori, c'est bon. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présent dans les locaux du CLUSIF. J'espère bientôt vous retrouver en présence au sein de nos locaux. Nous verrons les conditions sanitaires à la rentrée. Pour autant, l'agenda est assez chargé. Je vous souhaite de bien vous reposer pour affronter ce dernier quadrimestre de tous les efforts, puisqu'on commencera par le FIC, où vous pourrez nous retrouver au village CLUSIF. Il y aura la porte ouverte du CLUSIF le 1er octobre pour ouvrir le mois européen de la cybersécurité. Nous serons aux assises ensuite, vous pourrez nous retrouver au corner. Notre conférence cybersécurité agile et SI dématérialisé le 28 octobre. Et bien sûr, l'écran notre exercice de cybercrise, dont vous recevrez les invitations pour pouvoir candidater et le faire le 29 octobre pour clore le mois européen de la cybersécurité. Je vous le disais, un agenda très chargé. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt et bel été.